Je n'avais pas prévu de m'incruster à une fête. Je livrais simplement un cadeau. Un cadeau attentionné, d'ailleurs, emballé dans du papier vert menthe à étoiles dorées, choisi par ma fille, Sarée. Mais quand ma mère a ouvert la porte et m'a regardée comme si j'étais une étrangère, le regard froid, les lèvres serrées, j'ai su que je n'avais pas ma place. Je ne faisais plus partie de la famille. Et ce qu'elle a dit ensuite, je ne l'oublierai jamais. Tu n'as rien à faire ici. Elle ne l'a pas chuchoté. Elle n'a pas souri. Juste impassible, comme si nous étions des invités indésirables à un mariage. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête. C'est ce qui me blesse le plus. Aucune invitation, aucun message, même pas un mot pour me prévenir. J'ai regardé par-dessus son épaule. Des serpentins, des ballons, une immense banderole, Bienvenue bébé Mika, accrochée au-dessus de la cheminée. Des dizaines de personnes, dont beaucoup avec qui j'ai grandi, se tenaient là, tenant des petites assiettes de nourriture préparées par un traiteur, riant jusqu'à ce qu'elles me voient. Puis le silence, seulement la musique de fond qui continuait de jouer, étrangement forte dans le silence. J'ai cherché mon frère Miles dans la foule. Il était près du bol de punch, souriant à quelqu'un jusqu'à ce qu'il me remarque. Son sourire s'est effacé. Il a jeté un coup d'œil à notre mère, puis a détourné le regard comme s'il ne me reconnaissait pas. Je me suis tournée vers ma fille. Sarée serrait ma main. Elle portait sa robe jaune préférée, celle à boutons marguerite. Je me suis penchée pour murmurer. Ma chérie, laissons le cadeau et partons, d'accord. Mais avant que je puisse me redresser, Sarée a lâché ma main. Elle s'est approchée de ma mère, l'a regardée droit dans les yeux et a dit d'un ton parfaitement calme. Je sais qu'on ne devrait pas être là. C'est pour ça que j'ai amené l'avocat de papa aussi. Ces mots ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Le silence s'est abattu sur la pièce. Même le bébé a cessé de pleurer. Les fourchettes se sont figées en plein vol. Quelques personnes ont échangé des regards nerveux. Le visage de ma mère est devenu livide, sa mâchoire serrée. Mais Sarée resta là, immobile comme si elle avait répété la scène. Puis, sans dire un mot, elle fouilla dans son petit sac à dos licorne pailleté et en sortit une carte de visite, impeccable, aux lettres argentées en relief. Henri Ortiz, avocat spécialisé en droit de la famille, la carte de mon ex-mari. Permettez-moi de revenir un instant en arrière. Henri est le père de Sarée et mon ex-mari. Nous avons divorcé il y a 3 ans et même si notre mariage n'a pas survécu, notre coparentalité, elle, a perduré. Nous sommes en bons termes et nous nous soutenons mutuellement. Ce n'est pas qu'un simple avocat, c'est le genre d'homme présent. Il est resté dans la vie de notre fille. Il est resté dans la mienne, à sa manière. Surtout quand il est devenu évident que ma famille avait commencé à prendre ses distances après le divorce. D'abord, c'étaient des discussions de groupe discrètes qui se transformaient soudainement. Je n'étais plus impliquée dans les traditions qui changeaient sans que personne ne me prévienne. Ensuite, ce furent les anniversaires auxquels je n'étais plus invitée. Les fêtes que j'apprenais par des photos Instagram. Mais j'ai continué à envoyer des cadeaux, à appeler, à sourire malgré la douleur. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet instant précis. Je sentais mon cœur battre la chamade, non pas de colère, mais de honte, de confusion, de gêne. Je n'étais ni l'ex en colère, ni la sœur dramatique, ni le vilain petit canard. J'étais cette femme serrant contre elle une douce et belle couverture pour bébé, voyant une porte se refermer sur elle tandis que sa propre mère faisait semblant d'être une étrangère. Et ma fille, 10 ans, a tenu bon. Sans crise de colère, sans larmes, mais avec lucidité, avec détermination. Tu as amené l'avocat de papa, lui ai-je murmuré, abasourdi. Sarée a hoché la tête, les yeux toujours rivés sur sa grand-mère. J'ai vu les textos, maman. J'ai tout vu. Je voulais juste qu'il sache que nous ne sommes pas seuls. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas une histoire de fête. C'était quelque chose de bien plus grave. Quelque chose qui couvait depuis des années, quelque chose que j'avais ignoré pour préserver la paix. Et c'est Sarée, ma fille calme, observatrice, au cœur de tournesol, qui a percé le silence et décidé de ne pas les laisser nous effacer en silence. Je ne me suis pas toujours sentie comme une étrangère au sein de ma propre famille. Il fut un temps où nous étions très proches, vraiment très proches. Nous étions le genre de famille où l'on se retrouvait tous les dimanches soirs pour manger des spaghettis, qu'on le veuille ou non. Ma mère, Renée, était le ciment de la famille. Forte, structurée, jamais émotive.
Elle croyait aux règles et à Miles, son fils chéri. Moi, j'étais celle sur qui on pouvait compter. Celle qui aidait à faire la vaisselle, celle qui jouait les médiatrices quand Miles faisait trop de bruit ou que papa avait un verre de trop. J'étais celle qui aidait, pas la préférée. Jamais la préférée. Et cela me convenait bien jusqu'à mon mariage, puis mon divorce. C'est là que les choses ont commencé à changer. Henri et moi, on ne s'est pas séparés en fracas. On a simplement évolué différemment. Il est devenu de plus en plus obsédé par son travail, et j'étais épuisée à force d'essayer de tout gérer. Quand on s'est finalement séparés, la réaction de ma mère n'a pas été de la compassion. C'était de la déception, même pas cachée. « Tu aurais dû faire plus d'efforts », m'a-t-elle dit. « Une fille doit préserver sa famille. » Je me souviens, debout dans sa cuisine après lui avoir tout avoué, les mains tremblantes tandis que j'essayais de boire mon thé, ces mots me transperçant la paume déjà fragile. « Il m'a trompée, maman », avais-je dit avec une collègue. Elle n'a même pas sourcillé. Pas même sourcillé. Et puis, les hommes font des erreurs. On ne détruit pas une famille pour une simple erreur. C'était le début, le lent repli sur soi. Pas un coup dur, juste une dérive. Les invitations se sont raréfiées, puis ont cessé. Les appels téléphoniques sont devenus tendus. J'essayais encore, surtout pour Sarah. Je ne voulais pas qu'elle se sente coupée de ses racines. Mais d'une certaine manière, c'est moi qui tendais toujours la main par-dessus un gouffre. Ce samedi matin, le jour de la fête, je ne me doutais de rien. Sarah et moi revenions de Target. Elle avait choisi un cadeau pour le petit Mika. Une couverture douce et un petit éléphant en peluche qui faisait du bruit quand on le secouait. « On ne peut pas rester longtemps », lui ai-je rappelé. « On va juste le déposer. »« Je sais », dit-elle en balançant le sac à ses côtés. « Je le dépose juste. » Sarah a toujours été très perspicace. J'oublie parfois à quel point elle observe, à quel point elle comprend à 10 ans. Elle est un mélange de moi et d'Henri, mais d'une certaine manière plus réfléchie que nous deux. Elle lit dans les gens comme dans des livres. Pendant le trajet, j'ai répété ce que je dirais si la situation devenait gênante. Je voulais juste déposer ça. Je sourirais. Encore félicitations. C'est tout. Pas de drame, pas d'attente. Je n'étais même pas maquillée. Je n'étais pas là pour faire sensation. Je ne savais même pas qu'il y avait une fête. On ne m'avait rien dit. Pas d'invitation, pas de SMS. Je l'ai appris plus tard. Janessa, ma belle-sœur, avait envoyé des invitations numériques. Mon nom n'y figurait pas. Ni celui de Sarah. Tout le monde était au courant. Tout le monde avait tout prévu. Mais moi, j'étais le fantôme, le dernier arrivé. Je n'ai réalisé que lorsque j'ai vu le problème de stationnement dans leur rue. Les ballons étaient accrochés à la rambarde du Porsche. Les rires et la musique s'échappaient par les fenêtres ouvertes. Ce froid glacial m'a envahi dès que j'ai posé le pied hors de la voiture. « Maman ?» a demandé Sarah en regardant autour d'elle. « C'est une fête ?» J'ai hoché la tête lentement. « On dirait bien. » Elle n'a rien dit tout de suite. Elle s'est contentée de serrer le sac cadeau contre elle. J'ai hésité en bas des marches. J'avais la nausée. Franchement, j'avais envie de partir. De filer en voiture. De sauver les apparences. De déposer le cadeau plus tard, quand il n'y aurait personne. Mais Sarah a levé les yeux vers moi et a murmuré « On est arrivé ». Alors, nous avons monté les marches et c'est là que tout a basculé. Je ne savais pas ce que Sarah avait mis dans son petit sac à dos. Je ne savais pas qu'elle avait pris une des cartes de visite d'Henri dans le tiroir de la cuisine. Je ne savais pas qu'elle avait vu les SMS que je croyais avoir cachés. Des conversations de groupe avec ma mère et Miles, où l'on organisait la fête et où l'on disait « Ne t'inquiète pas, elle ne viendra pas. Elle ne vient jamais. » Mais Sarah le savait. Et au fond de son petit cœur, elle fit un choix. Non pas celui de déclencher une guerre, mais celui de rompre le silence. C'est le propre de l'exclusion. On ne remarque ni la première porte qui se ferme, ni la seconde. Mais un jour, on se retourne et on réalise qu'on est seul dans le couloir, sous le regard de son enfant. Je croyais simplement déposer un cadeau. Mais en réalité, je lui apportais la vérité. Dès que la porte s'ouvrit, je sus que nous avions commis une erreur. Ma mère, Renée, se tenait sur le seuil, vêtue d'un chemisier rose perle et de rouge à lèvres brillant.
Elle semblait interloquée. Pas seulement surprise, prise au dépourvu. Son regard se posa sur le sac cadeau dans les mains de Sarah, puis se porta sur mon visage, comme si elle hésitait sur le ton à adopter. Tu n'as rien à faire ici. 4 mots, sans hésitation. Elle ne s'écarta pas pour nous laisser entrer. Elle ne nous demanda pas comment nous allions. Elle ne sourit pas à sa petite fille. Je restai figé. Les pieds bien ancrés sur le paillasson, le mot « bienvenue » me parut soudain une plaisanterie. Je la regardai en clignant des yeux, comme si j'avais mal entendu. Je lui tendis le sac. Nous voulions déposer le cadeau. Derrière elle, je vis toute la mise en place. Des plateaux de traiteur s'alignaient sur l'îlot central. Des ballons argentés flottaient près du plafond. Famille, amis, voisins, cousins, des gens que je n'avais pas vus depuis des années, tous entassés dans la maison de mon enfance, buvant du punch et riant jusqu'à ce qu'ils me voient. Les rires s'estompèrent comme si quelqu'un avait baissé le volume. Quelques personnes esquissèrent un sourire gêné et reprirent leur conversation. D'autres se contentèrent de nous fixer. Miles leva les yeux de près de la chénifie, une tasse à la main. Sa mâchoire se crispa en nous voyant. Il ne fit pas signe de la main. Il ne s'approcha pas. Ma mère resta immobile dans l'embrasure de la porte. « Je ne savais pas que vous organisiez une fête, » dis-je doucement. René haussa les épaules. C'était à la dernière minute. Un mensonge. Impossible d'organiser une telle chose du jour au lendemain. J'avais vu les invitations plus tard. Les confirmations de présence en ligne, le traiteur réservé 2 semaines à l'avance. Des biscuits personnalisés en forme de biberon. J'ai hoché la tête lentement. Bon, on laisse ça là et on y va. J'ai commencé à lui tendre le sac cadeau. Elle ne l'a pas pris. Puis Sarah a fait un pas en avant. Sa voix était claire, calme, et bien trop mature pour ses 10 ans. Je sais qu'on ne devrait pas être là, a-t-elle dit. C'est pour ça que j'ai aussi amené l'avocat de papa. Elle a sorti sa carte de visite de son sac à dos et l'a brandie. Un silence pesant s'est installé. La fête s'est arrêtée. Une musique sourde jouait derrière nous, mais plus personne ne dansait. Les sourires se sont effacés, les assiettes ont été posées. Ma cousine Trina a laissé tomber un cracker par terre sans même s'en apercevoir. Ma mère a entrouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai chuchoté. « Sarah, qu'est-ce que tu fais ?» Elle a levé les yeux vers moi. Son menton a tremblé, mais sa voix n'a pas tremblé. J'ai vu les textos, maman. J'ai vu ce qu'ils ont dit sur nous. Je me suis dit que si papa nous regardait, ils arrêteraient peut-être de faire comme si nous n'existions pas. J'ai senti le sang me monter aux oreilles. Mon visage s'est enflammé de honte. Colère, chagrin, toutes ces émotions tourbillonnaient en moi comme une tornade. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à ce que quelqu'un, n'importe qui, dise quelque chose. Janessa, la femme de Miles, était au fond de la salle, près de la table du gâteau. Elle ne voulait même pas me regarder. Miles a fini par s'approcher lentement, comme s'il n'en avait pas vraiment envie. « Talia », a-t-il dit en hochant la tête. Son regard s'est posé sur Sarah, puis s'est détourné. « Tu n'as vraiment pas compris. »« Quel message ?» ai-je demandé. Que c'était réservé à la famille proche. J'ai eu un pincement au cœur. Un pincement qui vous coupe le souffle. J'ai regardé ma mère. Son regard disait tout ce que sa bouche ne disait pas. Tu ne fais plus partie de la famille proche. J'ai essayé d'avaler ma salive, mais ma gorge me brûlait. Je suis ta sœur, ai-je dit. C'est ta nièce. C'est la fille d'Henri, intervint René presque machinalement. La façon dont elle a prononcé son nom, comme s'il avait de la boue dans la bouche, m'a fait sursauter, comme si Sarah n'était pas des nôtres à cause de qui était son père. Je me suis tournée vers ma fille. Son visage était vide, ni confus, ni triste, juste fatigué. Je lui ai pris délicatement le sac cadeau et l'ai posé sur le perron. « Allons-y, » dis-je. Sarah n'a pas protesté. Elle a glissé sa main dans la mienne. Et pour la première fois, je n'ai pas eu honte de m'éloigner. Mais au fond de moi, quelque chose s'est brisé. Pas seulement à cause de ce qu'ils avaient fait, mais parce que j'ai enfin compris. J'avais passé des années à excuser, minimiser, expliquer leur distance, mais ce n'était pas de la distance. C'était de l'exclusion. Et ma fille l'avait vu venir avant moi. Ce soir-là,
Après la fête où nous n'étions pas les bienvenus, je me suis assise au bord du lit de Saré et j'ai repoussé ses cheveux derrière ses oreilles tandis qu'elle fixait le plafond en silence. Nous avions quitté la maison sans dire au revoir à personne. Pas de discours dramatique, pas de cris, juste le bruit feutré de nos pas sur le perron de ma mère et le clic de la portière de ma voiture qui se refermait derrière nous. Mais intérieurement, je tremblais, en colère. Pas une colère brûlante et bruyante, plutôt une douleur sourde qui me rongeait jusqu'aux os. Une prise de conscience que je ne pouvais plus ignorer. Les mots de Saré résonnaient encore dans ma tête. Je pensais que si seulement ils savaient que papa nous observait, ils arrêteraient de faire comme si nous n'existions pas. Ça faisait mal. Non pas parce qu'elle avait tort, mais parce qu'elle avait raison. « Tu veux en parler ?» ai-je demandé doucement en caressant ses cheveux. Elle a tourné la tête. « Je suis juste fatiguée de faire semblant qu'il nous aime. » Ces mots m'ont brisé. J'ai attendu qu'elle s'endorme, puis je suis restée longtemps dans le couloir, à fixer les photos encadrées au mur. Ma remise de diplôme du lycée, moi tenant la petite Saré dans mes bras, un portrait de famille d'avant le divorce. J'avais tellement essayé de préserver cette image, émotionnellement parlant, même si physiquement. Mais maintenant, j'en avais assez de faire semblant. Je me suis versé une tasse de thé et me suis assise à la table de la salle à manger. Mon téléphone a vibré. Un message d'Henri. Tout va bien. Monsieur m'a raconté ce qui s'est passé. Tu veux que je passe? J'ai hésité, puis j'ai répondu. Moi? Tu peux m'appeler? J'ai besoin de ton aide. Quelques minutes plus tard, nous étions au téléphone. Je veux te parler de la fiducie. J'ai dit. Il y a eu un silence. Celle que ton grand-père a créée pour Saré. Oui, ai-je dit. Je crois qu'ils essaient de la modifier. Je crois même qu'ils l'ont déjà fait. Henri a soupiré. J'avais le pressentiment que quelque chose se tramait. Que faire? Ma voix s'est brisée. Je les ai laissés me marcher dessus pendant des années juste pour éviter d'en arriver là. Avocats, drames, tribunaux. Mais maintenant, c'est ma fille de 10 ans qui se bat pour nous. Il resta silencieux un instant. Talia, écoute-moi. Tu ne fais pas ça pour les combattre. Tu fais ça pour protéger Saré. Et honnêtement, tu es restée trop longtemps silencieuse. Je fermais les yeux. Il avait raison. J'avais si bien préservé la paix que j'avais cessé de protéger ma fille des personnes qui lui faisaient le plus de mal. La famille, ceux qui étaient censés la soutenir, faisaient comme si elle ne comptait pas. Henri proposa de vérifier l'acte de fiducie pour s'assurer qu'il n'avait pas été falsifié. J'acceptai. Le lendemain matin, je fis asseoir Saré et je lui racontai tout. J'ai parlé à ton père, lui dis-je. Et je vais parler à quelqu'un de la fiducie. Grand-père Earl l'a mise en place pour toi parce qu'il t'aimait. Personne ne devrait pouvoir te l'enlever. Elle me regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Tu n'es pas fâché que j'ai apporté sa carte. Je souris. Honnêtement, tu as été plus courageuse que je ne l'ai été depuis des années. Saré posa sa tête contre mon épaule. Je ne voulais plus être invisible. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement d'argent, de fêtes ou de remarques désobligeantes de ma mère. Il s'agissait de reconnaissance, de permettre à ma fille de grandir en connaissant sa valeur. De ne pas me faire toute petite pour entrer dans le moule d'une famille qui ne nous laissait aucune place, de ne pas lui apprendre que le silence est synonyme de force alors qu'en réalité, cela signifiait simplement être laissé pour compte. Alors, j'ai commencé à m'exprimer. Je n'ai rien publié en ligne. Je n'ai attaqué personne dans la conversation de groupe, mais j'ai envoyé un courriel à Miles et Janessa poliment pour leur demander des éclaircissements sur la fête et la fiducie. J'ai mis Henri en copie. J'ai aussi envoyé un courriel à ma mère. Ce n'était pas un message de colère. C'était un message sincère. Tu ne me considères plus comme faisant partie de cette famille. Je préfère l'apprendre directement de ta bouche plutôt que par des chuchotements ou des décorations de fête. Et si Saré n'est pas de la famille pour toi non plus, inutile de faire semblant. Mais elle saura toujours qu'elle a sa place, avec ou sans ton approbation. Je n'ai pas eu de réponse. Et c'était peut-être la réponse dont j'avais besoin. Mais ma décision était prise. Nous n'allions plus être invisibles. 3 jours passèrent avant que je n'aie des nouvelles. Aucune réponse à mes emails, aucun appel manqué, rien de ma mère, de Miles ou de Janessa.
pas même un commentaire passif-agressif dans la conversation de groupe familial, puisque, évidemment, je n'en faisais plus partie. Puis, jeudi après-midi, ma mère a appelé. Pas de SMS, pas de mail, un appel. Le nom « Maman » s'est affiché sur mon écran et j'ai eu un haut le cœur. Je l'ai fixé un instant avant de décrocher. Allô? Sa voix était sèche. Alors maintenant, tu fais appel à des avocats. J'ai cligné des yeux. Pas de bonjour. Non, comment vas-tu? Directe et franche. Je protège ma fille, ai-je dit calmement. Tu aurais dû faire ça le week-end dernier. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui vous fait comprendre que l'autre personne ravale quelque chose qu'elle refuse d'admettre. Tu as mis tout le monde dans l'embarras, finit-elle par dire. J'ai failli rire. Non, maman, c'est toi. Tu m'as mise dans l'embarras en claquant la porte au nez de ta fille. Et tu as mis Sarah dans l'embarras en lui disant qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle n'était pas invitée. Elle a 10 ans. Elle ne répondit pas. Je pris une inspiration. On ne fait plus semblant. Je sais pour la fiducie. Je sais pour la tentative de modification. Et je sais ce que tu as dit dans mon dos. Sa voix se fit sèche. Tu déformes tout. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Elle tenta de se rétracter. Elle dit quelque chose comme quoi les choses s'étaient compliquées avec la fiducie après le décès de papa. Que Miles essayait de gérer tout ça. Que j'avais toujours été distante depuis le divorce, comme si mon absence avait été volontaire, comme si je n'avais jamais été là. Elle m'a écartée petit à petit. Mais je n'ai pas discuté. J'ai simplement dit, on laissera l'avocat régler ça. Elle s'est tue de nouveau. Puis vint le coup de grâce, celui qui m'a tout révélé. Eh bien, dit-elle d'un ton sec, si c'est comme ça que vous voulez que les choses se passent, ne vous attendez pas à être incluse à l'avenir. Voilà. Pas un malentendu, pas une erreur, un choix. Sa voix était froide, mais calme, comme si elle parlait de réorganiser des meubles, pas de couper les ponts avec sa fille et sa petite-fille. Elle traçait une ligne dans le sable. Et pour la première fois, je n'en avais pas peur. Merci pour ces précisions, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le lendemain, Henry m'a transféré un courriel de l'avocat du trust. Apparemment, Miles avait soumis des documents pour réattribuer l'intégralité de l'héritage de grand-père Earl à son fils, le petit Micah, sans mentionner Sarah, sans m'en informer. Mais les documents posaient problème car grand-père avait écrit le nom de Sarah à l'encre, et non celui des enfants de Talia, ni celui des enfants de Talia. Les héritiers. Il avait écrit Sarah J. Alton, mon arrière-petite-fille. Clair et précis. Légalement, il ne pouvait pas l'effacer sans mon consentement. Et il ne l'avait pas. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairé. Il ne s'agissait pas d'une fête. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle et de possession d'un héritage, de qui serait commémoré et qui serait effacé. Je savais que mon grand-père aimait Sarah. Il lui chantait des chansons quand elle était petite et l'appelait ma fille rayonnante. Il lui a laissé quelque chose de réel, de permanent. Et ma famille avait essayé de faire comme si elle n'avait jamais existé. Ce week-end-là, j'ai emmené Sarah manger des crêpes, juste nous deux. L'air était vif et les feuilles commençaient à prendre cette teinte orange flamboyante qu'elle adorait. Tandis qu'elle versait du sirop sur sa pile de crêpes, elle a demandé « On va toujours voir grand-mère ?» Je l'ai regardée attentivement. « Tu veux ?» Elle a haussé les épaules. « Je ne pense pas qu'elle veuille nous voir. » J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai serré la main. « Alors tant pis pour elle, » ai-je dit. « Et ce ne sera pas le nôtre, » a-t-elle dit. Plus tard dans la soirée, une cousine m'a envoyé un texto. Elle était à la fête. Elle m'a dit que les gens parlaient, qu'il y avait eu des chuchotements, que cette histoire de confiance n'était pas nouvelle. Elle s'est excusée de ne pas être intervenue. Elle a dit qu'elle avait honte. C'est ce qui m'a frappée, parce que jusque-là, je pensais avoir tout imaginé. Que j'étais peut-être dramatique, émotive ou amère. Mais non, je n'avais rien imaginé. Je voyais enfin les choses clairement. Ils avaient essayé de nous effacer, mais Sarah, 10 ans, avec son sac à dos licorne, est entrée dans une fête où elle n'était pas la bienvenue et a annoncé au monde entier « Je vois ce que vous faites, et je n'ai pas peur ». Et à ce moment-là, tout le monde s'est arrêté, souriant. Une fois que tout est retombé, la fête, le silence,
La révélation sur la confiance, je m'attendais à être en colère pendant des semaines. Mais je ne l'ai pas été. Je me suis sentie libre. Pas le genre de liberté qu'on ressent après un feu d'artifice. Pas celle où l'on jette une valise dans la voiture et où l'on roule vers un avenir radieux. Un déclic. C'était le genre de déclic discret. Celui où l'on se réveille et où l'on réalise qu'on n'attend plus un coup de fil, des excuses, une place à une table qu'on gravit poliment autour depuis des années. J'en avais fini d'attendre. Et le plus étrange, c'est qu'une fois que j'ai cessé de réclamer qu'on me voie, je me suis enfin vue plus clairement que je ne l'avais fait depuis des années. Je pensais pleurer la perte de ma famille. Mais en vérité, ce que je pleurais, c'était l'illusion de la famille. L'image que je m'étais forgée pour justifier la façon dont ils me traitaient. L'image où ma mère me reverrait un jour. Où mon frère appellerait juste pour prendre des nouvelles. Où ma fille aurait des cousins, des fêtes, des câlins. Mais la vraie famille est là. La vraie famille ne recule pas devant les difficultés. Et quand j'ai regardé qui était là, ce n'était ni René, ni Miles. C'était Henri. C'était Sarah. C'était moi. Environ une semaine après la confrontation, Sarah est rentrée de l'école et m'a tendu un dessin. C'était un dessin au crayon de couleur, violet et jaune, représentant deux bonshommes bâtons. Main dans la main devant une petite maison. Elle avait écrit « Maman et moi ». Au-dessus, en lettres capitales, « Ma famille me suffit ». Cette photo est toujours scotchée sur notre frigo. J'ai pleuré quand elle me l'a donnée. Non pas de tristesse, mais parce qu'elle avait immortalisé quelque chose que j'ai mis des décennies à comprendre. Être choisi compte plus qu'y naître. J'avais passé tellement de temps à essayer de me réinsérer dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment fait de place. Mais Sarah n'a jamais demandé de place. Elle l'a conquise avec courage, avec lucidité, avec un sac à dos pailleté et une vérité qui a ébranlé les murs de la maison de mon enfance. Et si certains ont qualifié cela de dramatique ou d'extrême, je l'appelle autrement. Je l'appelle survie. Henri a finalisé les formalités liées à la fiducie. Juridiquement, la part de Sarah est désormais intouchable. Ils peuvent bien souffler et s'agiter, ils ne peuvent pas l'effacer. Grand-père Earl y a veillé. Il s'avère qu'il connaissait la famille qu'il avait élevée, et il connaissait aussi celle qui perpétuerait son souvenir longtemps après sa disparition. Un soir, Henri est venu dîner. On n'a pas parlé de confiance. On a juste ri. Alors, je lui ai parlé d'un poème qu'elle avait écrit. Je lui ai montré une nouvelle recette que j'avais essayée. On se sentait unis. Non conventionnel, certes, mais solide. Après le dîner, une fois Sarah couchée, je l'ai raccompagnée à sa voiture. « Tu as bien géré la situation », a-t-il dit doucement. « Avec elle, malgré tout. » Je n'en suis pas si sûre, ai-je admis. Elle a dû me défendre. Elle ne devrait pas avoir à faire ça à 10 ans. Henri a souri. « Peut-être, mais elle l'a fait parce qu'elle sait que tu fais la même chose pour elle 1000 fois. » C'est ce genre d'amour qui reste. Et il avait raison. Il y a une force immense à être quelqu'un en qui son enfant peut avoir confiance. À être un refuge, un bouclier quand le monde devient cruel. Je n'ai pas tout fait parfaitement, mais j'étais là. J'ai continué à être là. C'est ce qui comptait. Des membres de la famille ont pris de mes nouvelles plus tard. Ma cousine Trina a appelé pour s'excuser de ne pas avoir été là. Quelques parents éloignés m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils ne savaient pas tout. Il se passait quelque chose. Mais de la part de René, rien. De Miles, le silence. Et cela me convenait, car la conclusion ne passe pas toujours par la conversation. Parfois, c'est simplement un choix définitif. Alors, j'ai fait le mien. Plus question de courir après les invitations. Plus question de se faire toute petite pour entrer dans le confort de quelqu'un d'autre. Plus question d'élever Sarah en lui faisant croire que l'amour doit être mérité. Aujourd'hui, notre maison est plus calme, mais plus chaleureuse. Nous faisons des cupcakes le samedi. Nous faisons des puzzles les après-midi pluvieux. Et de temps en temps, Sarah demande encore si grand-mère appellera un jour. Je ne sais pas, je lui réponds. Mais je sais une chose, tu es suffisante. Et nous sommes plus que suffisants. Elle sourit à chaque fois. Et je souris aussi. Parce que parfois, la famille que l'on construit, imparfaite, forte et libre, est plus forte que celle dans laquelle on est. Et quand le monde essaie de nous rabaisser, parfois,
La chose la plus forte que l'on puisse faire est de rester debout. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti rejeté par les personnes qui étaient même si je suis censé t'aimer plus que tout, je voulais juste te dire que tu n'es pas seul. Ta voix, ta vérité et ta valeur sont inaliénables. Je partage ceci non pas pour faire honte à qui que ce soit, mais pour rappeler à celles et ceux qui nous ont blessés que s'éloigner des personnes qui nous ont fait du mal n'est pas une faiblesse, mais une force. Et si tu as déjà dû reconstruire ce que quelqu'un d'autre a brisé, sache que tu es déjà plus forte que tu ne le penses. Si cette histoire t'a touché, prends un instant pour aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui en a besoin et laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais aussi entendre ton histoire. Et si tu veux plus d'histoires authentiques et touchantes sur la guérison, la famille et la découverte de sa voix, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne rien manquer. Merci d'être là. Merci de m'écouter. Et surtout, merci d'avoir choisi de rester forte et digne.